Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous nous rencontrons afin que je vous présente votre application To-Do List. Donc cette présentation va se dérouler en plusieurs parties. La partie 1 contiendra donc le contexte du projet, où ici nous ferons un point ensemble sur votre demande et vos différentes attentes. Ensuite, une analyse du besoin, où ici je vous exposerai une fonctionnalité de l'application, donc à savoir la création d'un utilisateur. Et donc je le ferai au travers de différents diagrammes UML. Ensuite, l'organisation du développement, où ici je vous expliquerai comment j'ai amélioré donc cette application en plusieurs tâches. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser les JSOUS présentes sur mon repository GitHub. La partie 2 sera une présentation de l'application, où ici donc, je prendrai différents statuts utilisateurs. Donc, le visiteur, où ici il aura accès à une seule fonctionnalité, donc, qui sera donc de créer son profil, avec lequel il pourra s'authentifier par la suite. Ensuite, l'utilisateur, qui lui donc aura déjà créé son profil et sera déjà authentifié. Et donc, il aura accès à plusieurs fonctionnalités. Il pourra donc créer une tâche. Il pourra aussi supprimer les tâches qu'il a déjà créées auparavant. Mais il pourra aussi modifier les tâches déjà créées. Et il pourra aussi basculer chacune d'elles vers un état de réalisation qui aura les mêmes droits que le statut utilisateur, mais en plus, il pourra accéder à la liste des utilisateurs afin de modifier chacun de leurs profils. Et en plus, il pourra supprimer les tâches appartenant à l'utilisateur anonyme. La partie 3 sera une présentation technique du projet, où ici donc, je me rendrai sur mon repository GitHub. Et donc, je vous expliquerai l'architecture mise en place, mais aussi comment a été développé le projet avec un système de pull request, donc ont été poussés au fur et à mesure sur le repository et contrôlés et validés par une personne tierce. Et enfin donc le fichier README, qui est un fichier donc, qui explique comment cloner le projet et quelles en sont les fonctionnalités. Et enfin une présentation des documentations donc, qui concerne l'authentification de l'utilisateur, comment contribuer au projet et un audit de la qualité du code et des performances de l'application. Donc le contexte, donc ici vous êtes la startup To-Do & Co, donc qui vient d'acquérir une levée de fonds pour développer votre application To-Do List. Et donc moi je viens d'intégrer votre startup afin d'en améliorer sa qualité. Donc concernant les différentes attentes, il y avait la correction d'anomalies. Donc il faut savoir qu'une tâche doit être rattachée à un utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur authentifié, lorsqu'il créera une tâche, sera lié à cette tâche. Il sera possible aussi, il a été créé un script pour que les utilisateurs qui ne soient pas encore liés à une tâche soient automatiquement liés à un utilisateur anonyme. Mais aussi, il faut qu'une tâche reste liée à un utilisateur. C'est-à-dire que si un utilisateur vient modifier cette tâche, il faut toujours qu'elle soit liée à l'utilisateur qui l'a créée. Enfin, il doit être possible aussi de choisir un rôle pour un utilisateur, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur créera un profil, il pourra choisir un rôle, mais aussi le rôle doit pouvoir être modifiable lors de la modification d'un utilisateur. Ensuite, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut que l'administrateur puisse avoir accès à la gestion de ceci, c'est-à-dire qu'il doit avoir accès à la liste des utilisateurs et pouvoir modifier chacun des profils. Ensuite, la suppression des tâches. Donc, il faut que les tâches puissent être supprimées seulement par les utilisateurs qui les ont créées, mais les tâches anonymes liées à l'utilisateur anonyme doivent pouvoir être supprimées par le rôle administrateur. Ensuite, les différentes documentations techniques. Donc, il y a le système d'authentification qui a été implémenté avec le composant security de Symfony. La contribution au projet, donc ici nous verrons comment accéder au projet et quelles sont les bonnes pratiques pour contribuer à celui-ci. Donc par exemple, émettre donc une amélioration ou une correction de bug.
Et enfin, l'audit de qualité du code et de la performance de l'application. Ici, donc, nous verrons la version de base et la version améliorée, et quels sont les tests et les modifications qui ont été apportées pour améliorer celle-ci. Donc, concernant les tests automatisés, il y a eu d'implémenter des tests unitaires et fonctionnels, donc avec l'outil PHP Unit, mais aussi avec un outil d'intégration continue, donc qui s'appelle Travis CI. Donc, celui-ci donc vérifiera à chaque modification sur le repository si les tests unitaires et fonctionnels sont toujours bons. Un test de qualité du code, donc, qui a été effectué avec CodeClimate, et le test de performance avec l'outil Blackfire. Donc, l'analyse, ici, je vais vous présenter la fonctionnalité création d'un utilisateur. Donc, pour ce faire, j'ai créé une suite de diagrammes UML qui contiennent donc le diagramme de cas d'utilisation. Ici, nous allons voir que l'utilisateur peut accéder à cette fonctionnalité, et donc s'il y a des contraintes par rapport à celle-ci. Le diagramme de classe, où c'est donc je ferai un comparatif entre le diagramme de classe avec la version de base et avec le diagramme de classe de la version améliorée. Et enfin, le diagramme de séquence, où ici nous verrons pas à pas comment accéder à cette fonctionnalité pas à pas et comment celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. Donc ici, le diagramme de cas d'utilisation, donc qui concerne principalement donc, les utilisateurs. Où ici, ils ont accès à plusieurs fonctionnalités, comme modifier un utilisateur ou modifier un profil. Mais ici, donc, nous, la fonctionnalité qui va particulièrement nous intéresser est la création d'un utilisateur. Et ici, on peut voir qu'il n'y a pas de contrainte particulière, vu que celle-ci se trouve sur la page d'accueil de l'application. Donc, les diagrammes de classe, la version de base et la version améliorée. Donc, concernant la table utilisateur, nous pouvons voir qu'il y a 3 propriétés qui sont donc le nom, le mot de passe et l'email. Et donc, dans la version améliorée, il y a toujours ces 3 propriétés, mais viennent s'ajouter donc le rôle de l'utilisateur et aussi donc une liste de tâches qui lui sera liée. La table tâches, donc qui contient donc un titre, un booléen isDone donc qui permettra de basculer l'application, la tâche pardon, à basculer, à réaliser ou non réaliser. La date de création et le contenu, donc qui sont toujours présentes dans la version améliorée. Mais donc, on voit qu'il y a une propriété user donc, qui a été ajoutée afin de lier les 2 tables. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra être lié à plusieurs tâches, mais une tâche pourrait être liée à un seul utilisateur. L'analyse de séquence. Donc ici, pas de contrainte particulière. L'utilisateur arrive sur la page d'accueil et donc il appuie sur le bouton pour créer un utilisateur. Il se retrouve ensuite sur un formulaire où il y aura plusieurs informations à saisir. Et tout pendant que ces informations sont incorrectes, donc il y aura des contrôles sur les champs. Et si celles-ci sont incorrectes, donc l'utilisateur verra s'afficher un message d'erreur et sera invité à ressaisir ces informations jusqu'à ce que celles-ci soient correctes. Et donc une fois que ces informations sont correctes, les données sont envoyées en base de données, sont stockées, et l'utilisateur voit apparaître un message de confirmation. Concernant l'organisation, donc comme je vous l'ai dit, je me suis servi des issues sur mon repository GitHub. Donc j'ai commencé par cloner le projet, ensuite de créer un repository auquel j'ai lié le projet. Ensuite, j'ai mis à jour l'application vers la version de Symfony 4.3, car celle-ci était en 3.1, donc c'était une version obsolète. Et donc depuis, il y a eu la version 4.4 qui est arrivée, donc j'ai mis à jour l'application vers cette version, donc qui est une version long time support, qui est supportée jusqu'en novembre 2023. Ensuite, donc, conformément au cahier des charges, je me suis chargé donc de la correction des anomalies. Ensuite, de l'implémentation des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, j'ai créé les tests unitaires et fonctionnels. J'ai créé donc les fixtures, donc, qui vont être des données fictives qui vont servir de test en environnement de développement de l'application. Lorsque ces fixtures ont été créées, donc j'ai créé un script à exécuter, plus exactement un fichier de migration, qui nous permettra de lier un utilisateur
à une tâche, et donc ces tâches seront liées à un utilisateur anonyme. Et enfin, donc, l'optimisation des performances de l'application avec l'outil Blackfire. Donc, nous allons commencer la présentation de l'application. Donc, avant de me lancer dans la présentation de l'application, je vais me rendre sur ma base de données. Ici, nous pouvons voir que les tâches ne sont pas liées à un utilisateur. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un script afin que ces utilisateurs soient liés à un utilisateur anonyme. Donc voilà, si nous mettons, tout s'est bien déroulé, si nous mettons à jour la base de données, voyons que ceux-ci maintenant sont liés à un utilisateur anonyme. Donc il y a l'identifiant 50. Donc bien sûr, si des fois vous vouliez revenir en arrière pour une raison ou une autre, il vous suffirait d'exécuter la méthode down. Voilà. Si je mets à jour ma base de données, donc voilà, ce sera, si vous voulez réexécuter ce script, donc il faudra d'abord supprimer le fichier de migration, sinon ça vous retournera une erreur. Et voilà, si je rafraîchis ma base de données, voilà, l'utilisateur est à nouveau lié à l'utilisateur anonyme. Donc nous allons maintenant passer à la présentation de l'application. Donc ici, je suis avec le statut utilisateur, donc qui doit d'abord créer son profil. Donc ici, il y a des contrôles sur chacun des champs. Ici, on voit apparaître le contrôle JavaScript, mais c'est aussi géré avec PHP. Donc je vais laisser le statut utilisateur. Donc voilà, nous pouvons voir que l'utilisateur a bien été créé. Si je retourne en base de données, on peut voir que l'utilisateur démo a bien été créé. Donc maintenant, je vais m'authentifier avec cet utilisateur. Voilà, maintenant nous pouvons voir que nous avons accès à plusieurs fonctionnalités. Nous allons d'abord créer une tâche. Voilà, nous pouvons voir que la tâche a bien été ajoutée. Donc, si nous essayons de supprimer une tâche que nous n'avons pas créée, un message d'erreur nous sera retourné. Mais par contre, nous pouvons supprimer les tâches que nous avons créées. Il nous est aussi possible de modifier une tâche. Par contre, lors de la modification de la tâche, il faut toujours que celle-ci soit attachée au créateur de la tâche, et non pas à l'utilisateur qui l'a modifiée. Donc ici, nous avons modifié la tâche 1. Si nous retournons dans la base de données, on peut voir que la tâche 1 est toujours liée à l'utilisateur anonyme. Donc nous pouvons aussi basculer la tâche à faite et à non terminé. Et nous avons aussi la possibilité de modifier le profil de l'utilisateur connecté. Donc ici, je vais le passer à administrateur.
Donc voilà, l'utilisateur a bien été modifié. Et si je me reconnecte maintenant avec ce profil, nous pouvons voir que nous avons accès à d'autres fonctionnalités, comme par exemple la gestion des utilisateurs. Nous pouvons donc modifier chacun des utilisateurs. Mais nous avons aussi la possibilité de supprimer les tâches créées par l'utilisateur anonyme. Donc ici, si je me rends sur ma base de données, nous pouvons voir que toutes les tâches sont liées à l'utilisateur anonyme. Donc si j'essaie de le supprimer, voilà, la tâche a bien été supprimée. Donc voilà pour la démonstration de l'application. Maintenant, je vais vous présenter l'application, mais la présentation technique. Ici, je vais me rendre sur mon repository GitHub. Ici, donc, je vais faire un point sur l'architecture mise en place. Donc, l'architecture mise en place est principalement réalisée lors de l'installation avec Symfony. Donc, nous avons les fichiers de configuration, donc qui sont les fichiers de configuration des dépendances installées au fur et à mesure de l'application. Donc, il y a aussi des dépendances installées avec Composer. Donc, par exemple, nous pouvons voir donc, le fichier de configuration du composant security qui va nous servir donc à nous authentifier. Mais nous le verrons plus en détail tout à l'heure lors de la présentation des documentations. Vous avez les fichiers publics, donc, qui sont ici, qui correspondent à ce qu'on va voir au niveau visuel de l'application, c'est-à-dire les fichiers CSS pour la mise en forme, les fichiers fonds pour les polices de caractère, et donc le dossier image qui contiendra les images présentes sur l'application. Le dossier source qui contient les contrôleurs, donc qui vont contenir les méthodes qui vont nous permettre d'accéder aux fonctionnalités de l'application. Les data fixtures, donc, qui sont les fichiers de génération de données fictives pour les tests de l'application. Les entités, qui sont les modèles, qui vont nous servir à créer donc les objets, par exemple un utilisateur ou une tâche. Le dossier forme, donc, qui sont des dossiers qui vont nous servir à générer les formulaires présents sur l'application, comme par exemple pour enregistrer un utilisateur ou pour créer une tâche. Fichier de migration, en particulier celui qu'on a exécuté tout à l'heure, qui nous sert à lier donc un utilisateur à une tâche. Et le dossier repository, donc, qui sont les dossiers qui vont nous servir à avoir une interaction avec la base de données. Donc les templates, qui sont nos vues, Twig. Le dossier test, qui vont contenir donc les tests fonctionnels pour la partie contrôleur et les tests unitaires pour la partie entité. Dossier web, donc, qui est généré lors des tests unitaires et fonctionnels, donc avec une commande bien spécifique que nous allons voir tout à l'heure dans le fichier README. Et le fichier composer.json, donc c'est une liste des dépendances installées donc, lors de l'installation de Symfony, mais aussi qui ont été installées au fur et à mesure du développement de l'application, donc comme par exemple Faker, qui va servir par exemple lors de la génération des fixtures, de créer des données fictives et aléatoires. PHP Unit pour les tests unitaires et fonctionnels, et donc le package security donc, qui va nous servir donc, à l'authentification de l'utilisateur. Donc le système des pull requests, donc ici qui correspondent aux issues que nous avons pu voir tout à l'heure, donc qui a été proposé à une personne tierce et validée afin qu'elle soit mergée vers la branche principale de l'application. Enfin, donc le fichier README, qui est un fichier donc avec une description du projet, avec le contrôle des codes. Donc, par exemple, ici, nous pouvons accéder en cliquant sur le badge à contrôle de qualité du code réalisé avec CodeClimate, mais aussi
avec le contrôle d'intégration continue réalisé avec Travis, donc qui nous permet d'exécuter les tests unitaires et fonctionnels dès qu'il y a une interaction avec ce repository. Les prérequis, les différentes informations. Donc ici, on peut accéder à la documentation de contribution. Donc je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Comment installer le projet, comment exécuter les tests unitaires et fonctionnels, donc les tests simples et le test qui va générer donc un rapport de couverture de code. L'intégration continue avec le Travis CI, comment implémenter la qualité du code avec CodeClimate, et enfin donc les tests de performance avec Blackfire. Et enfin donc les informations impératives pour que les tests se passent dans les meilleures conditions. Et enfin une liste des outils utilisés. Donc maintenant je vais vous présenter les documentations. Le système d'authentification qui a été implémenté avec le composant Security de Symfony. Donc ici, la documentation vous explique comment installer cette dépendance. Quels sont les fichiers qui vont être générés. Ici, le fichier principal sera le fichier de configuration security.yaml. Les détails du fichier de configuration, donc l'encodage qui va être utilisé pour crypter les mots de passe. Donc le plus important, la partie firewalls, qui va nous servir à authentifier l'utilisateur. Les contrôles d'accès, pour définir quel rôle l'utilisateur aura accès à quelle route. La hiérarchie des rôles, donc définir si le rôle admin aura aussi accès à toutes les fonctionnalités du rôle utilisateur, par exemple. Et enfin, donc, les autorisations dans l'application, c'est-à-dire qu'on peut décider que l'utilisateur aura accès à cette fonctionnalité avec cette commande, ou alors via des annotations. C'est une rapide description, mais pour plus de détails, il y a le lien vers la documentation de Symfony. La documentation d'audit de code, donc ici il y a un récapitulatif du cahier des charges, donc des corrections d'anomalies, l'implémentation de tests automatisés. Et enfin l'audit de code, on vous explique avec quels outils celle-ci a été effectuée. Les tests sur l'application de base. Donc ici, on vérifiera donc la vulnérabilité de certains packages. Ici, nous avons pu voir que la version de 3.1 de Symfony est obsolète. Et donc, on explique que celle-ci a été mise à jour vers la version 4.4. La vérification des paquets installés, voir si ceux-ci doivent être mis à jour. Le contrôle de qualité du code, effectué avec CodeClimate. Donc ici, qui avait la note D sur la version de base. Les tests unitaires et fonctionnels, donc il n'y avait aucune couverture de code sur la version de base. Donc ici, il y a des divers tests manuels d'application et répertoriés, donc ce qui ne va pas. Les tests, après, sur la version améliorée. Donc, en passant sur la version 4.4, il n'y a eu plus aucun package contenant des vulnérabilités. L'analyse de code a obtenu la note A après certaines modifications. Les tests unitaires fonctionnels, donc, où nous pouvons voir que la couverture de code est de 100%. Et enfin, les tests de performance réalisés avec Blackfire, donc sur la version de base et sur la version améliorée. Mais il y a eu aussi un contrôle des graphes. Donc, on a pu voir que la principale consommation était au niveau de l'autoloader. Et donc, il y a eu une optimisation de celui-ci. Et donc, en comparant les routes de base et les routes optimisées, nous pouvons voir une amélioration de l'application au niveau des performances, surtout au niveau du temps d'exécution. Au niveau de la mémoire consommée, il n'y a pas eu trop d'amélioration, mais c'est surtout passé au niveau du temps d'exécution.
Et enfin, donc, une rapide conclusion. Le fichier de contribution, donc, comme nous avons pu le voir, qui est aussi disponible via le README du repository, qui explique comment donc corriger les bugs, comment proposer une nouvelle fonctionnalité, le guide de soumission pour soumettre une pull request. Donc, que faire après que la pull request ait été acceptée, les règles de codage, et enfin un guide des messages de commit. Donc en conclusion, oui. Oh, très bien, continuez, allez-y. Donc en conclusion, je pense que le cahier des charges a été respecté et donc, il reste des améliorations possibles à implémenter. Par exemple, rendre le bouton de consultation des tâches fonctionnel, ajouter une route dans le lien de la barre de navigation, personnaliser les pages d'erreur, modifier le favicon, donc qui est la petite image du navigateur, améliorer la mise en forme de l'application, surtout au niveau de la liste des tâches. Redéfinir la possibilité de créer un utilisateur, car ici, la possibilité de créer un utilisateur déjà présente sur toutes les pages, mais aussi pour n'importe qui peut créer un utilisateur. Donc, ce serait peut-être bien que celle-ci soit uniquement possible pour l'utilisateur administrateur, ou alors de mettre en place une validation par mail. Donc, ce qui serait bien aussi rôle utilisateur seulement lors de modification, car lors de la création de l'utilisateur, celui-ci peut choisir le rôle. Et enfin, la possibilité de supprimer un utilisateur en étant administrateur, car jusqu'ici, la seule possibilité est de modifier un utilisateur. Et enfin, en termes de performance, peut-être mettre en place un système de cache HTTP, ce qui éviterait donc de requêter la base de données vers le serveur. Voilà pour cette présentation. J'espère que celle-ci vous a plu et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. D'accord, très bien, merci pour cette présentation. Alors moi, écoutez, c'est un projet très complet là, que vous avez produit au niveau de l'organisation sur GitHub et des outils afin de vérifier que les normes PSR étaient respectées, on est plutôt pas mal. Après, j'ai des petites questions. Par exemple, en termes d'amélioration, vous n'avez pas parlé de responsive. Ça veut dire que l'application est déjà… Ah oui, exact, oui, je ne vais pas parler de responsive. Oui. Mais avec Bootstrap, il est facilement possible de rendre une application responsive. D'accord. Du coup, ma question, c'est est-ce que là, l'application actuellement, elle est responsive ou pas du tout? Non, elle n'est pas responsive. D'accord. Donc, c'est par exemple quelque chose qu'on aurait pu mettre aussi dans les améliorations. Tout à fait, oui. Après, en termes d'amélioration, est-ce que là, vous avez mis le projet sous Docker? Non, et je ne connais pas Docker, mais je pourrais apprendre et oui, mettre cette application sous Docker sans souci. Parce que par exemple, la mettre sous Docker, ça serait aussi bien. Mm. C'est un outil que je ne connais pas, mais s'il est proposé de la mettre sous Docker, il est possible d'apprendre Docker et donc de… Parce que là, vous avez intégré là, vous avez intégré, comment ça s'appelle? Tac, tac, tac. Vous avez intégré une intégration continue, là. Oui, Bon, très bien. Et donc, du coup, couplé à ça, ce qui serait bien, ce serait de le coupler avec un Docker, pour que ce soit beaucoup plus fluide. d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire Non, Docker, je ne connais pas du tout. Ouais. Dans le cahier des charges, il n'a pas été demandé Docker, c'est un outil que j'ai jamais utilisé. J'en ai déjà entendu parler, parce que oui, c'est très pratique, mais je ne l'ai pas encore mis en place. Voilà. C'est quelque chose que vous découvrirez par la suite, mais ça pourrait être bien utile pour ce que vous faites. Donc, et aussi, bah, par rapport à l'organisation là sur GitHub, ce que vous auriez pu faire, en fait, c'est vous caler sur le Git Flow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. En fait, c'est un pattern d'organisation sur Git. Il y a plusieurs patterns d'organisation et
Et ça, c'est l'un des patterns les plus connus. En fait, ça consiste à créer des branches features, des branches hotfix, des branches fixes. Et en fait, c'est pour vous guider dans l'organisation de votre projet sur GitHub. Et en gros, à la suite de cette organisation-là, vous allez merger vos branches les unes entre elles, faire vos vérifs, faire vos code review et au final, le merger sur la master. Et puis en cas de pépin, vous avez une branche fixe ou hotfix afin de régler le souci constaté. En gros, c'est une organisation qui a été définie par des personnes afin de mieux s'organiser sur un repo. Donc, c'est très pratique quand on est plusieurs à travailler sur un projet. Et ça nous permet de garder le nord parce que sinon, on aura vous savez, des fois, on a des problèmes de versionning avec les branches. Et donc, du coup, on est obligé de se rebase sur la master, etc., etc. D'accord. En tout cas, c'est pas mal. Moi, j'avais une autre question aussi. Au niveau du projet, comment vous faites pour vérifier que la tâche appartient bien à un utilisateur et qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre? Alors, on peut seulement, avec cette version de l'application, vérifier par la base de données. En fait, via l'application, il n'y a pas de… En fait, on ne voit rien sur l'application qui justifie que la tâche appartient bien à un utilisateur ou à un autre. Si c'est ça votre question. Alors, moi, ma question, c'est, là, dans votre code, comment vous faites pour vérifier? C'est quoi? C'est une méthode que vous avez codée vous-même? Est-ce que vous avez utilisé une méthode issue du framework? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour lier un utilisateur à un autre? Pour vérifier que la tâche appartient bien à un Pour lier un utilisateur. utilisateur, pardon, à une tâche? Oui. Alors, En fait, c'est quand une tâche est créée, l'utilisateur authentifié est lié à cette tâche. d'accord, mais est-ce que vous avez utilisé des voteurs pour savoir que la tâche lui appartient bien ou est-ce que vous avez codé vous-même? J'ai codé moi-même, oui. D'accord, très bien, parce qu'en fait, dans le framework Symfony, vous avez le système des voteurs qui existe déjà et qui permet de vérifier qu'un objet est bien relié à un autre objet. Donc là, en l'occurrence, qu'un utilisateur est bien relié à une tâche. Vous comprenez? D'accord. Voilà, c'est juste pour la petite info. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous et merci pour votre temps. Pas de souci. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ok, au revoir. À bientôt, merci à vous aussi, au revoir.